Bonjour à tous, on va commencer une nouvelle série de résumés en français des entretiens qu'il y a eu pour Illuvium. On commence avec celui-là qui est extrêmement récent entre Volkin, un YouTuber australien, un des premiers YouTubers d'Illuvium, et Aaron, un des cofondateurs d'Illuvium, celui qui se dédie au développement. Alors il y a eu plusieurs parties dans cette entrevue et on va les voir ensemble. Dans l'introduction, ce qu'on apprend, c'est que Aaron en ce moment n'est pas en Australie, où il est normalement. Il est allé visiter de la famille, on dirait au Canada. Il précise simplement l'hémisphère nord et qu'il y a de la neige et qu'il est très haut dans le nord. Donc à mon avis, il est au Canada. Et tout de suite après ça, on commence avec la vraie entretien, la vraie interview, où on commence à parler du gameplay, des modes de jeu. Donc, quand Volkin demande un peu quelles sont les différentes sortes de gameplay de jeux qu'il y a, Aaron répond qu'en fait, il y en a quatre et que les mécaniques de ces jeux ne sont pas encore complètement définies parce qu'ils font quelque chose qui n'existe pas vraiment. Donc, ils font beaucoup de testing pour voir si le jeu fait de telle ou telle manière marche bien et est intéressant. Parce qu'ils sont, il explique, au milieu entre un auto-battleur et un jeu de cartes. C'est-à-dire, on va voir toutes ces cartes. Il y a eu certaines photos des leaks où on voit les différents illuviales et les différentes parties des illuviaux qu'on pourra utiliser. Et on ne sait pas encore tant que ça. Et c'est un auto-battleur, donc il y a le mélange des deux. Ensuite, il précise que le jeu va toujours être un contre un, donc c'est la partie vraiment où il y a le plus de priorité pour eux. Ils ne vont pas faire un auto-battleur de 6 contre 6, de 8 contre 8, comme sont d'autres auto-battleurs. Il va y avoir un système de tours, et ça va être un jeu où la stratégie va se faire principalement avec les cartes. Le premier mode est le mode qu'ils appellent Encounter, le mode où on rencontre, c'est-à-dire les rencontres, ou quand on va trouver dans l'Overworld un Illuvial. Donc ça, c'est un des premiers modes de combat de l'auto-battleur où il va y avoir qu'un seul tour. Vous allez choisir quel illuvial vous voulez utiliser pour vous battre contre ces illuviaux. Apparemment, il n'y en aura pas forcément un, vous pouvez en avoir plusieurs en même temps. Et une fois que vous les avez vaincus, si vous arrivez à les vaincre, vous pourrez choisir avec les shards, avec les espèces de Pokéballs, comment et lequel vous voulez essayer d'attraper. Donc ce qu'ils expliquent, c'est si vous avez un tir 5 et un tir 1 en face de vous, mais vous avez des shards, donc les Pokéballs, on va dire shards à partir de maintenant, qui sont seulement de tir 1, c'est très peu probable que vous arriviez à avoir celui de tir 5. Et au fur et à mesure, vous allez essayer d'avoir quand même le tir 5, c'est possible que le tir 1 disparaisse et s'en aille. Donc c'est le risque et ça va être les choix. Si vous avez attendu un peu trop et que le tir 5 et le tir 1 s'en vont tous les deux, vous êtes évacué de l'endroit où on peut attraper des illuviaux et vous retournez sans rien avoir attrapé dans le monde principal après avoir utilisé de l'énergie. Donc il faut faire attention à ça et il faut bien choisir lesquels on prend en fonction des objets que l'on a. Donc après, il explique que on va pouvoir... la grande différence avec Pokémon, c'est qu'avec Pokémon, en général, on essaye d'attraper qu'un seul Pokémon. On se bat contre un seul, après il y en a un seul qu'on peut attraper ou pas. Là, il dit que en fait, on va se battre contre un jusqu'à apparemment 8 Illuvials à la fois, et après les 8 seront disponibles pour essayer de les attraper avec des shards. Donc le risque est que si, c'est tout après c'est un pari, hein, de dire bon, est-ce que je veux attraper le 5 d'abord, le tir 5 d'abord, ou est-ce que j'attrape d'abord les tirs les plus petits en espérant que le 5 reste. À chaque fois que vous allez essayer d'attraper un illuvial, la fois d'après, tous les autres vont être un peu plus durs, hein, mathématiquement, vont être un peu plus durs à attraper. Donc il y a la stratégie là de lequel je veux attraper en premier et le risque de ne finalement rien attraper en attaquant seulement les plus gros. À la minute 6, 40 secondes à peu près, il explique qu'il y a une grosse différence entre les autobattleurs qu'on voit en général et l'autobattleur d'Illuvium, parce que dans les autobattleurs en général, toutes les units, tous les personnages ont la même taille. Même s'il y en a un qui peut être un peu plus haut, un peu plus bas, en fait, c'est un carré où dedans ils rentrent tous. Et pour Illuvium, ils n'ont pas fait ça. Pour Illuvium, il y a des personnages de taille extrêmement différentes. Il paraît que ça leur a compliqué énormément le développement et qu'il y a aussi eu des retards à cause de ça, mais que ça valait vraiment la peine. Selon lui, ça prend à peu près 5 fois plus de temps de programmer tout ce qu'ils doivent programmer parce que toutes leurs unités ne sont pas de la même taille. Ça influe sur les mouvements. Il explique que les mouvements dans certains jeux sont pas forcément très beaux et qu'il y a beaucoup de zigzags quand ils vont d'un côté à l'autre parce qu'ils passent par des cases. Donc comme ils vont avoir un jeu avec une qualité graphique supérieure à ces jeux-là,
Ils sentent que l'attente des gens va être que les mouvements peuvent pas être en zigzag comme ça. C'est-à-dire si on a des très beaux personnages et qu'ils avancent en zigzag, un peu comme dans certains trailers qui ont été passés, où la réponse de la communauté a justement été «Ah mais le scorpion là, il zigzague un peu trop, il met trop de temps à avancer». Donc ils travaillent à ça, ils le savent, et ils veulent que ce soit le plus parfait possible pour avoir une bonne réponse de la communauté. Ils expliquent aussi, Aaron explique aussi, que pour les ranges, c'est-à-dire pour les unités à distance, ça, et la distance à laquelle on a les impacts, que ça joue aussi énormément et que à cause de ça aussi ils prennent un peu plus de temps que si tout était de la même taille. Vers la 9e minute, Volkin lui demande alors comment ça va se passer quand par exemple vous aurez un Ramfire, qui est donc le plus gros de feu, hein, qui va taper quelque chose de plus petit, de plus loin, de plus haut. Est-ce que ça va s'adapter ou est-ce qu'il va juste taper en face de lui? Et Aaron répond que c'est justement la magie de ce qu'ils ont créé. Ils ont recréé énormément de technologies depuis zéro. Et à cause de ça, bon, ils ont mis plus de temps, mais ils pensent que ça valait vraiment la peine. Et il y a pas mal de choses où maintenant, juste en changeant un numéro, c'est-à-dire si vous savez qu'en face de vous, vous avez un, un illuvial un peu plus petit, il aura son propre numéro sans doute dans le jeu. Et rien qu'avec ça, l'angle d'attaque change et tout se voit beaucoup mieux. Donc il est assez content de ce qu'ils ont réussi à achever là. Et normalement, le jeu devrait être extrêmement beau et les personnages, quand ils se battent, devraient s'adapter au lieu d'avoir des mouvements assez robotiques où en fait ce serait toujours le même mouvement. Là, ça va s'adapter. Si tu es un Rampfire et devant toi tu as un petit lapin, tu vas regarder vers le bas. Si tu as quelque chose qui est très loin mais qui est quand même dans ta portée, ça va être un mouvement peut-être un peu plus long. Donc ils ont fait tout ça pour qu'après ça puisse s'adapter. Ils parlent d'un système qui s'appelle Simplexity, donc on voit le mélange entre simple et complexe, Complexity, et comme quoi tu peux faire des systèmes qui sont assez simples et qui, quand ils se combinent, deviennent un peu plus compliqués. Donc ils parlent de ça. Après, ils parlent assez vite sur l'Overworld, qui est donc le jeu où on se promène, etc., qui est montré beaucoup dans le trailer. J'explique bien dans mon trailer quelle partie est l'Overworld. Et il explique qu'en fait c'est beaucoup plus facile l'Overworld parce que il suffit de courir, de sauter, de voler, comparé à toutes les complexités qu'il y a d'interaction, de combat dans l'Autobattler. Autour de la minute 13, Aaron explique qu'il y a une certaine partie des fonctionnalités core qui ne sera pas prête pour la bêta et que pour l'instant il se dédie à faire justement tout le reste qui est vraiment nécessaire comme fonctionnalité core. Alors, quelle est cette fonction qui ne va pas être là? C'est la fonction des améliorations, les enhancements. Et puisqu'il le mentionne, il l'explique beaucoup plus. Ce qu'il dit, c'est que ça va être des objets. Ça va être des objets, mais ça va pas être des objets comme une ceinture ou comme un chapeau ou quelque chose comme ça, un casque. Il fait une blague en disant que ça viendra quand il y aura un simulateur de rencontre amoureuse pour Eluvial. Mais il dit qu'en fait, on peut voir ça un peu plus comme une boule d'énergie. Et il veut pas voir ça comme une amélioration de statistiques. Il fait une comparaison entre les jeux qui ont une amélioration de statistiques et les jeux qui ont des fonctionnalités en plus avec ces améliorations, avec ces objets. Donc ce qu'il dit, c'est que si l'objet améliore les statistiques, par exemple ça t'augmente tes défenses ou quelque chose comme ça, automatiquement ces objets vont servir principalement à certaines catégories d'illuviaux ou de personnages. Et à cause de ça, si vous les utilisez pour d'autres personnages, en fait ce serait plutôt une erreur objective qu'autre chose. Et tout le monde sait, et on voit ça dans pas mal de jeux, que bon, tout le monde sait que tel objet sert surtout à telle classe de personnages, etc. Donc lui et l'équipe, ils veulent pas ça. Ce qu'ils veulent, c'est que les objets en fait puissent s'utiliser partout et que ça ouvre la voie à beaucoup plus de stratégies au lieu d'avoir tout le monde qui mette par exemple les armures sur les tanks, etc. Donc ce qu'ils ont fait, c'est quelque chose qui donne des fonctionnalités au lieu d'améliorer les caractéristiques des personnages, genre la force, etc. Donc un exemple de fonctionnalité qu'ils donnent, c'est il explique que quand on arrive à un certain niveau de vie, qu'on n'en a plus beaucoup, apparemment on risque de pouvoir tomber dans les pommes et de perdre de la vie plus vite. Mais il explique que justement les fonctionnalités peuvent être l'une que quand ta vie
descendent pour la première fois sous par exemple 30%, que tu sois invincible pendant un certain nombre de temps. Donc ça, ce serait un objet que tu pourrais mettre. Ou alors que ça déclenche automatiquement une remontée de vie, c'est-à-dire que ça te guérisse un petit peu dès que tu arrives pour la première fois à moins de 30%. La deuxième fois, tu continues à descendre. Et donc ça peut servir à tous les personnages, puisque si tu fais ça par exemple avec un tank qui est en mêlée et qui se bat directement en première ligne, ça fera qu'il pourra tenir plus longtemps. Maintenant, si tu le mets à une unité plus de tir d'arrière-ligne qui a moins de vie aussi, puisque c'est pas un tank, ça va permettre qu'elle résiste mieux quand il y aura une attaque justement, et parce que comme ils n'ont pas beaucoup de vie, ils pourraient tomber assez vite. Donc c'est des fonctionnalités qui normalement sont faites pour pouvoir servir à toutes les classes et à tous les illuviaux pour pouvoir augmenter la quantité de stratégie. C'est ce qu'ils veulent, hein, que le jeu soit vraiment très intéressant, très stratégique, qu'il y ait énormément de combinaisons possibles et que les compétitions soient assez incroyables. Donc le deuxième mode qu'on va avoir, c'est un mode de PvE, donc c'est le player, le joueur contre l'environnement. Et ce mode-là est un mode où il a donné plusieurs leaks dans les dernières semaines, dont apparemment la bande de son, je vais la chercher, et surtout sur Discord, mais il n'est pas sûr s'il l'a partagé avec la communauté ou s'il l'a partagé en interne seulement. Et donc c'est le survival mode, le mode où on va combattre des lignes d'illuviaux, les uns après les autres, de plus en plus forts, jusqu'à ce qu'on meure. Donc là, il va expliquer un peu plus. Immédiatement, la conversation change complètement et il commence à parler de ce gros robot que vous voyez justement en fond d'écran de cette vidéo. Et il dit que ce robot-là s'appelle Gaudi, comme on sait que le petit s'appelle aussi Mozart. Et en fait, ces robots sont les mêmes robots, c'est des polymorphiques companion drone, donc c'est des drones de compagnons polymorphiques, et chacune de ces sortes de robots, donc le gigantesque ou le petit compagnon, sont des configurations de ces robots. Donc très intéressant, je crois que c'est la première fois qu'on entend parler de ça. Il mentionne aussi que dans le trailer, il y a un moment où on voit plein de lignes qui partent partout, et en fait ce seraient ces robots qui sortiraient partout, pour aller partout sur la planète. Et donc les Gaudi, les grands robots, c'est les robots constructeurs du monde où on va être. Constructeurs dans le sens builder, dans le sens c'est ceux qui vont sans doute fabriquer des bâtiments et ce genre de choses. Ils n'ont pas construit le monde, hein. Donc après, il insiste sur la taille de ces robots, et comme ils sont gigantesques, mais que dans cette partie du trailer, quand apparemment il y a des petites lignes qui sortent du vaisseau qui s'écrasent, ils sont minuscules par rapport au ship, au vaisseau spatial. Donc il insiste sur la taille gigantesque du vaisseau spatial qui s'écrase au début, et il dit qu'ils ils aimeraient beaucoup pouvoir faire justement une carte de 100 km², des cartes gigantesques, et il dit que c'est leur but, que ça ne sortira pas comme ça immédiatement, mais que long terme c'est le but, et que après c'est prévu déjà qu'ils vont passer à Unreal Engine 5, le 5. Donc là ils utilisent Unreal Engine, c'est le moteur pour faire des jeux vidéo. Donc il y a le 4 et il y a le 5. Dans une autre interview, ils avaient dit qu'ils utilisaient le 4 parce qu'il y a beaucoup plus de choses peaufinées et finies. Mais là, ils parlent des avantages qu'il y aura à utiliser après le 5, justement pour pouvoir étendre la carte et étendre le jeu, ce qui est toujours quelque chose de génial avec Illuvium, c'est le but et de continuer d'augmenter ce monde, d'augmenter le jeu et de surtout pas rester avec une version initiale. Donc super, on continue. Là, il parle de la taille de la carte. Ça n'a pas été très clair s'il parlait de la région, que c'était par région. Je crois que c'est par région, que c'est pas tout le monde. Il dit qu'il y a des espèces de dômes pour l'instant qui sont autour des régions. C'est pour ça qu'on ne peut pas avancer sans fin, c'est fait exprès pour que ce soit un peu fermé. Et la taille actuelle de ces régions est de 4 à 9 km², ce qui est quand même déjà très grand aussi. Donc il insiste sur le fait qu'après ils vont augmenter la taille de ces cartes. Ils pensent faire ça plutôt d'ici 2 à 3 ans, hein, donc c'est toujours le long terme et voir ce jeu dans la perspective du temps qui s'écoule et des joueurs qui arrivent.
Mais il dit aussi qu'ils sont contents de la quantité d'espace qu'ils ont déjà pour lancer le jeu et que ça devrait suffire largement justement pour faire tout ce qu'ils veulent faire par rapport à la quantité de temps qu'on a pour pouvoir explorer quand on fait un voyage, etc. Bon, alors maintenant, on retourne directement sur le survival mode, le mode de survie dont ils avaient commencé à parler au début. Ils mentionnent que c'est peut-être un peu une leak, bon, il y a toujours la partie de l'histoire qu'Aaron écrit, donc il la connaît. Et il dit que en fait le survival mode, c'est peut-être justement pas au même moment que le reste du jeu, ça représente sans doute quelque chose qui sera un peu plus dans le futur du jeu et qui n'est pas quelque chose qu'on a immédiatement au moment juste après le crash. Donc il va y avoir des différentes parties de jeu qui apparemment vont être à différentes époques du monde où on arrive. C'est-à-dire ça pourrait être quelques années après, quand ils sont déjà installés, qu'ils ont ce mode d'entraînement en fait. On va continuer l'entrevue, on va voir ce qu'il dit. Le survival mode est donc un mode d'entraînement où il y aurait des faux illuviales des illuviaux qui seraient mis là pour s'entraîner. Quelque chose qui a été mentionné plusieurs fois, on va voir s'il en parle là, c'est qu'en fait, cette machine qui est donc créée sur cette planète après, une fois qu'ils sont installés déjà, ne marche pas bien et c'est pour ça qu'ils continuent de t'envoyer vague après vague jusqu'à ce que tu puisses plus tenir. C'est intéressant, il fait une analogie avec le monde de Dragon Ball Z, cette salle du temps toute blanche où ils s'entraînent avant de combattre Boo, avant de combattre Cell. Donc une salle où le temps est un peu différent et on se dédie à s'entraîner pour pouvoir être plus fort dans le monde réel, le monde de la dimension principale quand on sort. Donc il explique qu'il va falloir améliorer ses objets et tout ça pour pouvoir s'améliorer aussi et aller plus loin dans le mode de survie. Là, il confirme ce qu'on nous avait dit avant, c'est-à-dire Gaudi, donc ce gros robot apparemment, nous envoie de plus en plus de faux illuviaux à combattre. On a de plus en plus de place aussi pour mettre nos propres illuviaux, mais bon, ils les envoient de plus en plus vite, ils sont de plus en plus forts, et à la fin, on est sûr de perdre, puisqu'ils marchent mal, et en fait, ce mode de survie, on n'a aucune chance de gagner. Le but, c'est simplement d'aller le plus loin possible, c'est un peu comme un tower defense, donc un peu genre plante contre zombies, etc., où tu as des vagues et des vagues et des vagues de zombies, ici d'illuviaux, faux illuviaux, genre hologramme, qui arrivent, et à la fin, tu vas perdre, mais le but, c'est de voir jusqu'où tu arrives à tenir, et c'est comme ça qu'on va avoir, qu'on va gagner des récompenses dans le jeu qui, ça a été mentionné plusieurs fois, vont être des illuviums. C'est-à-dire on peut gagner des illuviums. On pourra normalement, si le IIP 15 passe, on pourra aussi les réclamer comme Sylve pour pouvoir les utiliser dans le jeu. Là, il confirme qu'on va pouvoir gagner de l'argent, gagner des illuviums, le token, dans le jeu. Et il explique qu'il n'y aura pas vraiment de compétition à ce niveau-là, il va y avoir un leaderboard, et on pourra voir qui sont les meilleurs du jour, de la semaine, du mois, de l'année par rapport au score et au nombre de vagues qu'ils auront réussi à affronter. Mais c'est tout. Et il commence bientôt là à parler du joueur contre joueur, du PVP. Là, il parle pour la première fois des robots, les robots de tricheurs qui peuvent remplacer des humains et jouer à votre place. Et c'est à cause de ces robots-là qu'on ne peut pas avoir un système de récompense dans le jeu qui se base sur des choses simples, comme par exemple voyager dans une région ou quelque chose comme ça. Donc c'est pour ça qu'ils veulent donner des récompenses avec le PvP et avec le PvE pour la partie survival, qui sera aussi un combat stratégique où il faudra penser et faire des choses qu'un robot trop simple ne serait pas capable de faire. Et donc dans ces modes-là, on va pouvoir gagner des illuviums. Et si l'IP 15 passe, qui devrait être le cas, j'ai une vidéo là-dessus, ça va devenir un token déflationniste, puisqu'on va aussi pouvoir demander ces récompenses en Sylve. Implique qu'il va y avoir énormément de récompenses, parce que la vitesse à laquelle les récompenses devaient se donner est la même vitesse à laquelle il donne les revenus de stacking. Comme le jeu a été repoussé, cette quantité augmente. Alors, je ne sais pas exactement comment elle augmente, si c'est par rapport au stacking, c'est-à-dire que cette quantité de in-game reward, les récompenses dans le jeu sont stackées aussi peut-être, ou ils comptent pour les futurs Rev 10 qu'il va y avoir. Mais bon, il explique que cette quantité d'argent d'Illuvium qui était là pour le jeu, et qui augmente d'une manière ou d'une autre, et comme elle augmente, il va falloir qu'ils la distribuent, et ils vont distribuer énormément de récompenses pour jouer au début. Donc ça va être un play to earn avec cette pool d'argent, toute cette piscine d'argent, je ne sais pas en français comment on dit, toute cette masse de tokens dédiés à ça,
puisqu'ils en ont trop maintenant que ça s'accumule et tout, et plus on va retarder, plus il y aura d'autres ventes avec Illuvita, avec le Land, etc., plus ils vont vouloir en donner beaucoup au début, et ça va pouvoir pousser un peu bah, les joueurs à vouloir jouer à Illuvium, puisque maintenant, parce qu'il y a pas mal de personnes qui se plaignent de «Ah oui, mais il va falloir payer». Oui, mais avec tous ces revenus dans le jeu, il faut payer pour pouvoir commencer. Il faudra peut-être mettre 50 $ si vraiment vous commencez avec le minimum, mais vous devriez pouvoir récupérer ces 50 $ et plus, même sans avoir à vendre immédiatement des Illuvium à travers de ces récompenses dans le jeu, puisque là en plus il explique qu'ils vont en donner beaucoup plus que prévu, parce qu'elles s'accumulent avec le délai du jeu, avec les retards du lancement du jeu. Super chouette. Donc là, il lui demande, bon, alors si le token monte beaucoup, comment vous allez donner vos récompenses? Est-ce que vous allez les donner par rapport à la valeur du token en dollars, ou est-ce que vous allez les donner en token? Et évidemment, si le token se multiplie par 5, eh ben, c'est pas du tout la même chose. Et Aaron répond, non, ça va être des tokens. L'autre lui dit, mais alors si ça se multiplie par 5, eh ben, on donne des tokens quand même, donc tu gagnes 5 fois plus. La seule chose qui pourrait changer, qu'il mentionne, c'est les assignations des différents modes. Si on voit qu'il y a un mode où il y a énormément de tokens qui partent et qu'il y a un autre mode où on gagne pas tant que ça, mais les joueurs aiment beaucoup le faire, ils pourraient réévaluer et voir s'ils donnent un petit peu plus là où les gens sont contents. Ils ont 1 million de tokens qui sont prêts pour ça, donc ils vont donner en tokens et pas en équivalent en dollars, ce qui est super, surtout si vous voyez ces vidéos tôt, surtout si vous êtes sur Illuvium maintenant, il y a souvent cette question de est-ce qu'on est encore tôt? Est-ce que je suis pas arrivé trop tard? Le jeu n'est pas encore sorti. Donc je pense que quand on arrivera sur le jeu 2-3 ans après le jeu, ce n'est pas vraiment arrivé trop tard parce que le jeu sera intéressant et on pourra gagner de l'argent et il y aura des bonnes compétitions et tout. Mais évidemment, le fait d'être arrivé en 2021, en 2022 sera un sacré plus. Voilà, là il a expliqué mieux pourquoi ils ont plus de tokens que prévu. Donc c'est pas par rapport à des tokens qui ont été rajoutés en plus, c'est parce que normalement il y a un schedule, c'est-à-dire il y a un plan de la vitesse à laquelle ils vont donner des tokens, qui comme le stacking, diminue de 3% toutes les semaines. Et bon, normalement si le jeu était déjà lancé, on aurait déjà vendu, donné pas mal de tokens, et on aurait diminué déjà plusieurs fois de 3% pour être au même niveau que la vitesse de décadence un peu de la quantité de tokens qui est donnée avec le stacking. Donc ils veulent retourner à leur idée initiale qui était d'être au même niveau dans les deux pools par rapport à la décadence de 3% toutes les 2 semaines. Ce qui fait que, bon, considéré comme ça, ils ont effectivement beaucoup plus de tokens, puisqu'il y a tous les tokens qui auraient dû être donnés déjà, tous ces 3% qui auraient dû être enlevés, et rien n'a été fait puisque le jeu n'est pas là. Donc au début du jeu, ils vont vouloir faire un catch-up, il a dit, c'est-à-dire ils vont vouloir donner plus vite des choses pour retourner à la place de là où on devrait être pour leur plan initial. Donc encore une fois, ils vont donner plus de tokens et en tokens, pas en dollars. Là, il parle un petit peu du PVP et de quelles seraient les récompenses du tournoi, des tournois qu'ils feraient, surtout pour le premier tournoi. Donc ils vont attendre que tout le jeu soit prêt, que ce soit pas une bêta évidemment. Mais quand ils vont faire une compétition, ils veulent être le jeu qui est donné le plus dans l'histoire des jeux vidéo pour le e-sport. Donc ils pensent à une récompense en ce moment accumulée de tout, hein, de entre 35 et 50 millions de dollars. Alors là, il nous fait un teasing, hein, c'est-à-dire il nous dit qu'il y a quelque chose qui se vient mais qu'il ne peut pas détailler parce que ça n'a pas encore été partagé, il ne fait pas le leak total, mais il dit qu'il va y avoir un autre moyen en plus de gagner des tokens dans le jeu, en dehors de ces récompenses énormes et du survival, hein, des récompenses énormes pour le PVP, pour les grandes compétitions. Et il dit que pour les joueurs normaux, c'est-à-dire pas les super professionnels des jeux vidéo, ça va nous intéresser plus. Donc bon, on va voir ce que c'est, mais apparemment il y a quelque chose qui sera plus intéressant pour nous que ces compétitions super compétitives qui sont dédiées aux super joueurs de très haut niveau, super professionnels. Et ces grandes compétitions qui servent aussi beaucoup à faire énormément de publicité, parce que quand il y a des jeux qui donnent des millions et des millions de dollars, ça fait de la pub. Mais pour nous, pour les joueurs qui vont jouer avec leur Illuvium sans forcément être les meilleurs au niveau planétaire, il va y avoir un autre système de récompense qu'on ne connaît pas encore, qui devrait nous plaire plus. Donc suspense, suspense. Il mentionne aussi que c'est quelque chose que personne n'a jamais fait. Donc voilà. Et donc ce système surprise, hein, qu'ils n'ont pas encore annoncé, ils pensent que puisque ça va être extrêmement intéressant pour les joueurs qui ne sont pas professionnels,
je m'inclus là-dedans, je ne suis pas un professionnel du jeu, même si ça ne me déplairait pas. Ils pensent que ça va ramener aussi énormément de joueurs, puisqu'effectivement, si on peut gagner beaucoup d'argent en jouant, c'est quelque chose qui ramène des joueurs. C'est ce qui s'est passé avec les jeux les plus connus de, de Play to Earn et de Crypto. La bonne nouvelle, c'est qu'il vient de dire un peu plus tard que ça allait être annoncé en janvier ou en février, en tout cas avant le lancement officiel de la bêta ouverte. Pour les compétitions de PvP, de joueur contre joueur, il explique qu'ils n'ont jamais vraiment caché que ça allait être un mode où on paye pour gagner. C'est-à-dire il faut avoir les meilleurs illuviums pour avoir une chance aussi de gagner. C'est pas que la stratégie, il faut avoir des illuvios. Maintenant, il compare ça à Magic, les cartes de Magic, et il dit c'est la même chose pour les Magic. Si vous n'avez pas de cartes, vous ne pouvez pas jouer. Il faut acheter quelques cartes, et là, vous pourrez jouer. Si vous avez que 10 cartes, eh ben, vous ne pouvez pas jouer beaucoup. Mais il explique que le système va quand même être beaucoup plus juste que, par exemple, une compétition internationale de cartes de Magic, parce que il suffit d'avoir une seule ligne, il appelle ça une ligne, et c'est par exemple le type le plus petit d'illuvial. C'est-à-dire, imaginez un Pokémon de niveau basique. Si vous avez celui-là, vous allez pouvoir utiliser n'importe quelle évolution dans la compétition. Et normalement, pour avoir l'évolution la mieux, la plus grande, il vous en faut 9, puisqu'il en faut 3 pour faire l'évolution intermédiaire, il en faut 3 de l'évolution intermédiaire pour avoir l'évolution finale. Donc ça vous coûte à peu près 9 fois moins cher que si c'était un système de cartes où il fallait prendre les meilleures cartes qui valent 9 fois la basique. Donc il faudra payer un petit peu pour pouvoir participer. Encore une fois, ils n'ont jamais caché, ils insistent là-dessus. Hein. C'est vrai, ils ont toujours dit qu'il y aurait ce facteur-là. Mais ça reste très juste, puisqu'il vous suffit d'en avoir qu'un pour pouvoir participer avec la version la plus haute. Minute 29, il trouve un bon nom pour expliquer ça, c'est que les combats vont être normalisés. C'est-à-dire, si vous pouvez avoir la première version, vous pouvez avoir toutes les autres, et c'est normalisé, ça rend les choses quand même beaucoup plus justes. Donc même s'il voulait vraiment insister sur le fait qu'il fallait payer au début, au final c'est quand même très juste, et il suffit d'en avoir un pour tous les avoir. Il explique un peu comment les fusions vont se passer, puisqu'on parlait des fusions pour les PvP qu'on n'avait pas besoin de faire justement. Les fusions pour avoir des illuviums plus avancés qui servent dans une autre arène, un gameplay, un mode de jeu qui a été mentionné qui s'appelle l'arène Léviathan, où là on pourra utiliser uniquement les vrais illuvios qu'on a, c'est-à-dire si vous n'avez que un tier 1 à ce moment-là, dans cette arène-là, exclusivement, vous ne pourrez utiliser que le tier 1. Pour utiliser un tier 3, il faut vraiment avoir le tier 3. Donc il y a deux types de jeux différents. Pour ce jeu-là, il faut cela. Et il nous explique justement comment ça se passe pour les évolutions. Donc les fusions, les statistiques qu'on aura sur l'illuvial résultant de la fusion, c'est celui qui a évolué, vont être pris de manière aléatoire parmi les statistiques des 3 illuviaux qui auront servi à la fusion. Donc voilà, c'est pas, il lui demandait est-ce que ça va être les données du premier que tu choisis et les 2 autres servent qu'à l'améliorer, ou est-ce que c'est fait au hasard. Donc voilà, c'est fait au hasard, ça va prendre au hasard des informations de ces 3 illuviaux qui, même si on parle du même illuvial, type d'illuvial, peuvent avoir un peu plus de vie, un peu plus de force, etc. Donc ils vont avoir leurs statistiques. Quand on parlait de pas de statistiques, c'était pour les objets, pour les améliorations. Hein. Les illuviaux, chacun ont évidemment leurs propres statistiques, ils sont tous un peu uniques. Et la version finale va être prise au hasard par rapport à toutes les statistiques de ceux qui servent à la fusion. Alors il y a un type d'illuvial qui s'appelle Hollow, c'est-à-dire ils seront un peu différents, un peu comme les Shiny, Pokémon, etc. Donc les Hollow, qui sont mieux, quand vous allez les fusionner, là il vient d'expliquer que c'est par rapport à la quantité que vous allez mettre, la chance que vous avez d'en avoir. Donc vous allez fusionner 3 Hollow, vous allez avoir, c'est garanti, un Hollow. Maintenant si vous mettez 2 illuviaux qui ne sont pas Hollow avec un autre qui est Hollow, vous avez une chance sur 3, 33% de chance que le résultant soit Hollow. Donc ça peut valoir la peine, mais vous pouvez aussi le perdre. Maintenant, c'est bon de savoir que si vous avez 3 Hollow, vous avez la garantie que vous arriverez à avoir la version du dessus aussi en Hollow. Et il précise que si vous ne mettez pas de Hollow du tout, pour une fusion, c'est garanti que vous n'aurez pas de Hollow. Donc il n'y a pas un système pour recréer des Hollow à partir des fusions pour donner au hasard. Non, les Hollow, va falloir les trouver dans le monde principal, va falloir les vaincre. Et après, donc, il en faut au moins un pour pouvoir avoir une version 3. Et là, il faudra avoir de la chance 2 fois, hein. Ou alors il faudra en avoir beaucoup. Pour avoir la version 3 la plus évoluée d'un illuvial,
il faudra au moins avoir un, euh, un holo. Et pour être absolument sûr d'avoir la version absolue comme ça en holo, il en faudrait 9. J'explique comme ça va être extrêmement important dans le jeu de faire cette évolution d'Illuvio, parce qu'au fur et à mesure que vous allez avancer dans l'exploration du jeu, vous allez avoir besoin vous allez devoir vous battre contre des groupes de 5-6 Illuvio qui vont être dans leur troisième évolution et qui vont être en tier 4 ou 5. Donc ce qui explique, c'est même si vous avez un Ramfi qui est une sous-évolution de Ramfire, là le plus gros de feu, vous n'avez aucune chance si justement vous n'avez pas fait d'évolution. Donc il va y avoir toute une progression comme ça dans le jeu pour pouvoir capturer des Illuvios de mieux en mieux aussi. Très intéressant, là il raconte un petit peu tout ce qui va se passer avec les autres jeux, et il dit que les Illuvials, ne sont pas les NFT ne sont pas la base que de ce jeu. Les Illuvios sont la base de tout Illuvium et de tous les jeux qu'il va y avoir avec Illuvium. Donc il explique que par exemple, si après il y a un simulateur qui, je sais pas moi, par exemple de vol, et qu'il vous faut des Illuvios volants, et bien, il va y avoir des endroits où vous aurez absolument besoin pour pouvoir faire certaines parties du Ramfire le plus avancé. Donc il y aura toujours cette demande pour les Illuvios principaux, hein, et c'est pas du tout des petits animaux, des petits Pokémon qu'on va utiliser que dans le premier jeu et après on s'en sert plus. Donc il y a un intérêt réel à accumuler non seulement beaucoup d'entre eux, mais surtout des versions avancées, parce qu'après on va s'en servir même dans les prochains jeux qu'ils vont faire après. Et les caractéristiques d'un illuvial d'un jeu à l'autre vont se maintenir. Ça va pas être exactement les mêmes, mais s'il est excellent, il va y avoir un peu des catégories comme ça, excellent, parfait, très bon. Il sera dans cette catégorie-là et il aura les stats qui correspondent à cette catégorie-là dans ce nouveau jeu. Maintenant, il y a toute une partie autour de la minute 38 où il parle de quelles sont les monnaies des jeux. Et il dit n'importe quel jeu, même s'il n'y a pas de monnaie, la monnaie c'est le temps, parce que tu passes énormément de temps dessus. Pour les jeux qui ont des compétitions, c'est les capacités de jeu, l'habilité, qui est aussi liée au temps. Et ce qui change ici, c'est que tout le temps que vous allez passer, qu'on va passer dans le jeu, va nous donner donc ces illuvios, ces différentes améliorations, qui sont comme ces NFT, comme ces Play to Earn, des choses qu'on peut vendre et qu'on peut décider de garder, de vendre en partie, et c'est plus du tout la même chose que si on jouait et que, bon, bah, au final, on n'a absolument rien gagné. Là, la monnaie du jeu, qui est donc le temps qu'on passe dedans, peut se passer comme une vraie monnaie à travers le play to earn et les cryptos et la vente de ces NFT. Il parle de quelque chose sur la minute 40 où je suis absolument d'accord, c'est qu'ils sont complètement contre l'idée de pré-vendre des choses dans le jeu. On ne sait absolument pas si le jeu va être fantastique ou s'il va être nul. Et il dit, si par exemple on vendait une épée qui vaut tant et qui est la meilleure épée, et après tu peux tuer tout le monde, bon, tu vas dépenser une fortune comme ça pour être le plus fort le premier jour, et en fait tu sais absolument pas si le jeu va être bien. Là je suis complètement d'accord, c'est très bien ce qu'ils font. Le jour 0, le jour 1, quand tout le monde va commencer, tout le monde va être exactement au même niveau. Personne va avoir un illuvial mieux que les autres, personne va avoir une épée, un pistolet ou quoi que ce soit mieux que les autres. Tout le monde commence à 0. Après, si certaines personnes décident de vendre, et ça va arriver, de vendre ce qu'ils accumulent, et que quelqu'un d'autre veut les acheter, bon, bah, tout le monde y gagne, hein. Il y en a un qui aura cette meilleure épée, par exemple, et l'autre qui l'aura vendue et qui aura gagné de l'argent. Donc l'idée est de vendre des choses quand elles auront vraiment une valeur, et surtout que tout le monde commence au même niveau au début. Donc il rappelle souvent qu'en fait l'idée initiale du jeu c'était un jeu de cartes, hein. Bon, de jeu de cartes, on voit Axis et des cartes aussi, et donc l'idée c'était un jeu de cartes comme ça, et ce qu'on leur a dit, et c'est ce qu'ils ont fait, c'est de gamify, c'est-à-dire de transformer en jeu absolument tout. Et donc c'est ce qu'ils ont fait. Donc l'Overworld, en fait, c'est un peu la même chose, couvrir un paquet de cartes, où vous pouvez en avoir une très bonne et vous pouvez en avoir des mauvaises, mais en plus vous avez une certaine partie active, puisque vous pouvez choisir de prendre ou pas certaines ressources. Donc on sait qu'il y a une barre d'énergie, on sait que cette énergie va diminuer au fur et à mesure que vous allez récolter des choses ou vous battre, et vous pouvez choisir de ne pas vous battre ou de ne pas récolter telle ou telle chose. Mais en fait, au final, vous allez sortir de cette région en ayant accumulé plein de cartes, qui peuvent être des ressources pour faire des armes, des illuvios, etc. Il explique comme dans ce jeu, on va être un ranger, on va être des rangers qui explorent et veulent capturer et s'améliorer, capturer des illuvios et devenir de plus en plus forts. Il explique aussi qu'il y a une histoire centrale, on sait ça, hein, mais l'histoire centrale, on n'est pas
on n'est pas les personnages principaux de cette histoire. Ils vont faire des vidéos, c'est leur idée depuis le début, ils vont faire une histoire centrale dans laquelle on est des éléments, mais on n'est pas les personnages principaux. Ils n'aiment pas du tout que dans certains jeux, il y ait une quête où par exemple le roi est mort, bon, faut aider, faut faire quelque chose, et après quelqu'un d'autre vient, ah, le roi est mort encore, et c'est la même quête sans arrêt, tout le monde est le personnage principal, ils trouvent que c'est un peu pas génial comme système, que ça peut être plus intéressant de faire autrement. Donc c'est ce qu'ils vont faire, surtout pour ce premier jeu. Mais à travers cette exploration aussi, qui n'est pas que trouver des cartes, ce qu'ils veulent faire, c'est qu'on connaisse et on commence à connaître ce monde et aussi certaines parties de ce monde, certains éléments qui vont être importants dans l'histoire qu'on pourra voir en dehors, qui sera une série Netflix ou quelque chose comme ça, ou peut-être un film. Et aussi, ils veulent que quand il y aura un prochain jeu, puisque ça a toujours été prévu, hein, ils vont continuer de rajouter des jeux, c'est un studio de jeux vidéo, Illuvium, c'est pas qu'un jeu simple. Donc on sait qu'on va pouvoir continuer à utiliser les Illuvios, mais ils veulent aussi que l'histoire ait un sens et que quand le jeu va commencer, bah, on puisse comprendre et dire ah bah oui, ça c'est sûr, cette partie-là du jeu, je l'ai vue dans l'autre, je comprends, oui, ça a un sens cette histoire. Donc ils font vraiment très attention à la qualité de l'histoire, à la qualité des séquences de jeu. C'est pas du tout l'idée de faire un jeu pour faire un jeu. Non, ils réfléchissent dès maintenant et depuis un moment à comment tout va se passer pour que l'histoire soit intéressante, soit intéressante, pardon, que tout le monde ait un rôle à y jouer et que le jeu soit intéressant. Parce que compare ça au fait de faire simplement un auto-battleur. C'est-à-dire ça aurait pu être un jeu où tu veux un jeu d'échecs un peu avec des illuvios, tu te bats, tu gagnes, tu perds, etc. Bon, il y a un endroit où tu les attrapes et il n'y a absolument aucune histoire. Donc ça n'aurait pas du tout été la même chose. Pas du tout. Donc là, ce qu'il fait, c'est vraiment un monde qu'on découvre par partie, dont on n'est pas la pièce centrale, mais dont on fait partie, et on apprend l'histoire, et il y aura ces personnages principaux dans la vidéo qui vont faire des choses qui auront sans doute un impact sur nous. Certaines personnes, on le sait, vont libérer des régions, ce sera peut-être lié un peu dans l'histoire, donc tout va être mélangé comme ça, et c'est extrêmement intéressant. Bon, à la minute 43, il fait un résumé en disant, ok, donc il y a 4 modes, il y a le PVP où tout le monde est au même niveau, hein, où c'est normalisé, il y a le PVP où sur Léviathan, où là c'est pas normalisé, et chacun se bat avec seulement ce qu'il a, c'est-à-dire il faut avoir un tier 3 pour utiliser un tier 3, et après il y a le mode rencontre, où on se bat pour attraper les Illuvium, où il n'y a qu'un tour, et après il y a le mode survival, qui est là où on devrait avoir le plus de récompenses au début. Donc là, il rajoute un détail et il dit que la partie d'enhancement, il pense ne pas l'avoir dans la close beta. Pour la bêta privée, où seulement quelques-uns pourront être, j'espère que je pourrai y être, et aidez-moi, vous pourrez pousser pour demander à que j'y sois aussi, pour faire plein de contenu sur justement le jeu. Mais par contre, pour la bêta qui est la bêta ouverte, qui devrait commencer vers mars, fin mars ou un peu après par là, fin du premier trimestre, cette bêta, normalement, devrait déjà avoir les améliorations. Celle où on parlait de ne pas augmenter les stats, mais d'avoir des fonctionnalités. Maintenant, ils ont mis une image, je vais vous la mettre à l'écran aussi, c'est le flow pour avoir un match. Donc, bon, ils montrent ça à l'écran, on va voir qu'est-ce qu'ils en disent. Et il rajoute Aaron, qui ne pense pas qu'on puisse faire vraiment la partie de PvP, qui va être là avec l'open beta, la bêta ouverte, publique, sans avoir les enhancements. Apparemment, c'est une partie très importante, justement, pour pouvoir se battre les uns avec les autres. Comment chacun aura organisé ses enhancements, donc ses améliorations, va être très important pour le combat, donc ils veulent l'avoir pour la version publique. Donc là, il parle de comment va se passer le combat. Donc comment, une fois qu'on sera matché avec quelqu'un d'autre, hein, qu'on sera mis contre quelqu'un d'autre, comment va être le flow un peu. Donc il dit qu'ils sont en train de réfléchir à combien de cartes de l'opposant on devrait pouvoir voir. Ils sont en train de débattre là-dessus, comme ils le font toujours comme équipe. Personnellement, Aaron pense que l'idéal, ce serait de voir toutes les cartes de l'opposant pour pouvoir faire sa stratégie. Je ne sais pas si vous avez joué au Witcher, au Gwent, ça me fait penser un peu à ça, où on ne voit pas les cartes de l'opposant, mais bon là c'est un peu le même style, hein, même si ça va être un auto-battleur, c'est qu'est-ce que je mets comme carte en fonction des cartes de l'autre. Donc effectivement, si je pouvais voir toutes les cartes de l'autre, que je vois qu'il a fait un deck où il a donc un jeu de cartes pour le combat, où il a que des cartes de feu, je vais utiliser principalement celle d'eau, puisqu'il ne pourra absolument rien faire, puisqu'il n'y a que des cartes de feu. Maintenant, l'alternative qu'ils sont en train de voir, c'est peut-être qu'on pourrait voir qu'un certain nombre limité de cartes, de manière aléatoire, qui laisserait une chance
aux joueurs à avoir une partie invisible qui puisse les aider si le joueur d'en face ne devine pas ce qu'ils ont. Donc là, il parle de quelque chose dont j'ai jamais entendu parler encore, c'est les Legendary Enhancements, donc les améliorations légendaires, qui apparemment, pour pouvoir les prendre, pour pouvoir les accepter ou les refuser, mais on peut les refuser, mais pour pouvoir les accepter, il va falloir que vous donniez énormément de points de vos points de tour qui ont l'air de servir justement pour organiser le match. Donc apparemment, il va y avoir ces améliorations légendaires qui vont arriver, que vous pouvez accepter ou pas, mais si vous les acceptez, elles auront un coût assez fort et sans doute on ne pourra pas faire d'autre chose. On va voir qu'est-ce qu'ils rajoutent. Alors c'est intéressant parce qu'ils disent Legendary Enhancement Bidding. Donc ça a l'air d'être comme une enchère en fait, où tout le monde pourrait voir quelle est cette amélioration. Et apparemment il pourrait y en avoir 2 ou 3, il pourrait y en avoir plusieurs. Et avec votre opposant, vous allez voir combien de points de mouvement et de disposition pour le reste du jeu vous êtes prêt à jouer pour cette amélioration, qui peut aller extrêmement bien avec votre style de carte. Par exemple, ça peut être, j'imagine, améliorer toutes les cartes de feu, qu'elles soient 2 fois plus fortes. Si vous voyez les cartes de votre opposant et vous voyez qu'il a tout en feu, c'est pas dans votre intérêt qu'il ait cette carte-là, donc il va y avoir beaucoup de stratégies à combien de points je suis prêt à sacrifier pour avoir ou que l'autre, pour avoir cette carte ou pour faire que l'autre ne l'ait pas. Et les stratégies inverses, évidemment, où on va pouvoir dire, bon bah je pense que lui ça l'intéresse énormément, ou il a peur que moi je vais l'avoir, moi je préfère garder mes points, mais je veux que lui il en dépense le plus possible. Donc vous pouvez faire monter les enchères et finalement que ce soit l'autre qui achète et avoir garantie qu'il utilise plus de points. C'est ce qui est expliqué un petit peu ici. Bon, ce qu'il rajoute aussi, ce qu'il dit, c'est que bon, toutes ces idées, hein, le flow, etc., pour faire un bon jeu, pour faire un bon combat, c'est quelque chose d'itératif, c'est-à-dire il faut plusieurs itérations, il faut plusieurs tours. On n'arrive pas à avoir le mode parfait du premier coup, donc il va y avoir des évolutions au fur et à mesure du jeu, surtout que ce sera une bêta toujours, hein, une bêta publique, une bêta qui par définition est quelque chose qui n'est pas fini, mais qui est déjà ouvert au public. Donc voilà, ça c'est le flow tel qu'il est prévu, hein, que vous voyez à l'image, mais ça ne va pas se limiter qu'à ça, il va y avoir sans doute des changements au fur et à mesure de l'utilisation du jeu. Alors bonne nouvelle, Aaron pense comme moi par rapport à la vitesse du placement. C'est-à-dire le risque avec quelque chose d'itératif comme ça, où tu mets une pièce, après l'autre met une pièce, après l'autre met une pièce, chacun son tour comme ça, en plus avec un certain temps, c'est que c'est extrêmement long, et c'est pas amusant du tout, et en fait, on joue pas beaucoup, et à la longue, on arrête peut-être même de jouer. Donc il est d'accord avec ça, il aime beaucoup le jeu d'échecs à haut niveau, mais il aime surtout le speed chess, c'est-à-dire les jeux d'échecs rapides, je pense exactement comme lui, où au lieu d'avoir des gens qui réfléchissent super longtemps sur leur prochain mouvement, tu es obligé d'aller vite. Donc comme tu es obligé d'aller vite, bon, tu fais aussi des erreurs, mais ça donne beaucoup plus de dynamisme. Donc pour un jeu vidéo, pour un auto-battleur, c'est beaucoup mieux d'avoir un temps très limité et de garantir que le début du match va se faire assez vite et que mettre tout en place va pas prendre une demi-heure ou 10 minutes pour que ce soit quand même intéressant pour des joueurs en général, hein, comme moi, ou même plus jeunes. Donc voilà, c'est une très bonne nouvelle. Il ne cherche pas du tout à faire quelque chose d'extrêmement long. Et même s'il y a beaucoup de stratégies, il va falloir penser vite. Bonne chose. Et il donne un peu plus d'informations sur combien de temps on aura. Il a dit, bon, même s'il y a 2 ou 3 rounds, 2 ou 3 tours où vous pourrez mettre des choses, ça va être des tours de 5 ou 10 secondes. Vous n'aurez pas une minute pour le faire. Là, il passe à l'image d'après qui dit The Item Placement. So, item placement, l'idée c'est de mettre donc ces outils, hein, ces objets, qui sont les enhancements, les améliorations dont on a parlé avant. Le but de mettre ces objets va être d'essayer de contrer encore un peu plus ce que l'autre a mis pour gagner. Donc après on voit qu'on va se battre et il y a le petit cercle bleu sur la droite qui nous dit est-ce que l'obélisque, donc apparemment c'est juste votre vie, est-ce que vous avez toujours de la vie? Si vous n'avez plus de vie, à ce moment-là, on recommence un nouveau round, un nouveau tour, où on va pouvoir replacer des illuviaux, avoir du bidding, c'est-à-dire des enchères sur un autre Legendary Enhancement, là, une amélioration légendaire, et après on se bat et ça continue comme ça jusqu'à ce que quelqu'un n'ait plus de vie. Là ils expliquent à la minute 51 un peu plus quel est le rôle de Mozart, le petit robot, la version du robot polymorphique donc qu'on voit dans le trailer. Et il nous dit qu'en fait son rôle principal c'est de vous sauver la mise. Ce qu'ils veulent c'est qu'on ne puisse pas mourir, hein, pour ne pas tout perdre.
Et ils veulent toujours que l'histoire colle, c'est-à-dire si tu meurs et que tu reviens, comment t'es revenu. Donc là, l'idée, c'est que à chaque fois que tu vas presque mourir, t'as Mozart qui va te téléporter et te sauver la mise. Là, il lui a demandé qu'est-ce que c'est que cet obélisque, hein, pourquoi vous dites l'obélisque c'est la vie, est-ce qu'on a une petite obélisque? Et il lui a répondu non, pas du tout. Par contre, pour le mode de survie, au début, ce qu'il voulait faire, c'est qu'il y ait une obélisque centrale et que le but était de la défendre et qu'on allait avoir des attaques tout autour. Ils ont eu quelques problèmes à faire ça, ils voulaient que le jeu avance évidemment. Donc pour l'instant, ça va être des batailles comme on expliquait avant, normales. Mais ce qu'il explique, c'est quelque chose qui est absolument possible, c'est qu'il fasse ça après, comme un mode de jeu plus avancé, presque un jeu à part, bon, toujours dans le monde d'Illuvium, et que on se batte donc en défendant cette tour centrale, cet obélisque, et que ça vienne de tous les côtés, et que ça c'est intéressant, qu'on se batte contre des choses qui ne soient pas forcément que des illuviaux. Alors il ne dit pas quoi d'autre, mais est-ce qu'il y aura un moment des ennemis illuviaux qu'on ne peut pas capturer, avec qui on va se battre, des zombies, etc. On ne sait pas, mais bon, apparemment ça doit faire partie de l'histoire principale, et c'est un jeu possible qui pourra se rajouter. Donc petit edit, on va avoir des tours comme ça, et c'est seulement après 3 tours où on n'est pas mort, où il y aura la possibilité de refaire des enchères sur l'amélioration légendaire. Ce que dit Aaron, c'est que bon, ils vont peut-être changer ce numéro, et ça pourrait être finalement 4 tours pour avoir la chance de se battre sur les améliorations légendaires, encore en enchères. Après, il parle des différentes options possibles justement pour ces tours où tu peux avoir un certain niveau de vie et que bon, ça se garde. Donc si quelqu'un se fait vraiment démolir au premier tour, il pourrait, si c'était que ça, mourir au premier tour. Ce qu'il explique, c'est que pour l'instant, la manière dont c'est fait, c'est impossible de mourir au premier tour parce que c'est justement un système de tours. Donc tu gagnes le tour, mais au deuxième tour, peut-être que tu as pu récupérer un petit peu de ta vie en fonction justement des enhancements, des objets que tu vas utiliser, puisqu'on sait que certains vont rajouter de la vie, comme c'était mentionné avant. Donc c'est intéressant, ça va pas être un combat basé que sur la vie qui se reste d'un tour à l'autre. Il y aura ces étapes intermédiaires où on peut redonner un peu de vie, faire différents changements pour encore avoir de la chance. Mais ce qu'il explique, c'est qu'ils veulent pas que ce soit absolument et uniquement basé sur des tours. Ils veulent que si tu t'es fait défoncer pendant le premier tour, qu'il y ait quand même un impact, hein, et que pour les fois d'après, ça soit beaucoup plus difficile pour toi de gagner ce qui reste du combat. Ce qu'il explique, c'est qu'il y a des stratégies où si c'est que basé sur des tours, à ce moment-là, tu peux absolument rien faire au premier tour, pas dépenser de points, garder ses points pour après et attaquer plus fort sur les tours d'après. Donc pour éviter ça, il y aura quand même des conséquences, mais ça reste un jeu avec des tours. Donc là, ce sera intéressant de voir ça quand on aura justement la bêta. Donc ce qu'il explique maintenant, c'est que d'un tour à l'autre, on pourra changer certains illuviaux, on pourra réutiliser certains illuviaux, mais on ne pourra pas tous les changer. Donc la stratégie initiale compte, et on ne peut pas dire, bon allez, tout le monde change tout à chaque fois, et à ce moment-là, il y a beaucoup moins de stratégie. Tu pourras en changer certains, tu pourras en réutiliser plusieurs, et après tu auras le nouveau round, et voilà. Il insiste sur le fait qu'ils veulent que ce soit un jeu stratégique et pas vraiment un jeu basé sur l'aléatoire et la chance. Donc si on pouvait changer complètement toutes ces cartes, ce serait beaucoup plus basé sur la chance par rapport aux autres cartes que l'ennemi a. Mais si on peut changer que certaines cartes, ça devient des choix beaucoup plus stratégiques. Donc il donne un bon exemple là où vous pourriez avoir un ennemi qui est basé sur l'air, qui a fait tous ses illuviaux basés sur l'air, et vous êtes avec du magma, et l'air tue le magma, donc vous êtes dans une super mauvaise position. Mais justement, quand vous allez faire un changement, vous aurez la possibilité de pivoter et d'avoir des illuviums complètement différents, des illuviaux complètement différents. Maintenant, si l'autre peut voir toutes vos cartes, il peut se dire que justement, vous allez vouloir prendre ça en compte, vous allez vouloir changer, et il peut changer aussi en voyant quelles cartes vous avez qui pourraient remplacer les cartes que vous avez maintenant. Ou vous pourriez penser que l'autre va vouloir faire ça, donc l'idéal c'est de ne pas changer, parce qu'il pourrait remplacer ces cartes qui vous embêtent pour des cartes qui seraient fortes contre les cartes que vous n'utilisez pas et que vous ne pensez pas changer. Donc c'est un jeu de raisonnement, c'est un jeu d'esprit, un mind game, et c'est complètement stratégique là. Un peu genre poker, etc. Mais avec cet aspect jeu, puisqu'on ne sait pas qu'est-ce que va faire l'autre. Il n'y a pas la partie de bluff, mais presque, puisque l'autre sait les cartes que tu as, ne sait pas si tu vas les changer ou pas, et vice-versa. Mais il peut les voir, et il peut faire un plan par rapport à ça. Donc voilà, on est à la minute 57, et on change de topic. Maintenant, on va parler des affinités. Il y a eu pas mal de leaks sur les différentes affinités, et on va se dédier à ça dans le reste de l'entretien.
Là, il y a une bonne question sur qu'est-ce qui se passe avec les affinités, puisque bon, les affinités, on sait que si vous avez 5 ou 3 ou 6, enfin un certain nombre comme ça d'illuvium d'un certain type, diluviaux d'un certain type, ça améliore les caractéristiques et c'est ça justement les ligues qui font. Donc si vous en avez 3, à ce moment-là, vous allez avoir plus de vie ou ils vont récupérer de la vie dans certaines conditions, etc. Ceux de poison peuvent attaquer plus fort, etc. On va voir ça dans des vidéos à part. Mais ce qui n'est pas clair, c'est qu'il y a des modes hybrides. C'est-à-dire, il y a des illuviaux qui sont, par exemple, justement du type poison. Et le type poison, c'est eau plus nature. Donc, ce qu'il lui disait, c'est, bon, bah, comment ça se passe quand c'est comme ça? Là, ce qu'il lui a dit, c'est que bah, si tu en as un de type poison, il va te rajouter plus 1 pour le type poison, plus 1 pour le type eau et plus 1 pour le type nature. Donc, si tu as plusieurs hybrides comme ça te permet d'avoir beaucoup plus de synergie entre elles et ça peut être un truc stratégique à faire pour justement essayer de gagner. Alors, il rajoute des explications. Là, ce qu'il dit, c'est que le illuvial de poison que vous avez ajouté là, cet illuvial, il va donc rajouter des points pour l'eau, pour la nature et pour le poison, mais si grâce à lui vous arrivez à un niveau plus haut de synergie d'eau, il a participé à augmenter les points, mais il ne va pas recevoir la synergie puisque ce n'est pas un type d'eau. Donc si vous aviez par exemple 2 illuviaux d'eau et un illuvial de poison, ça va permettre que ces 2 illuviaux d'eau aient une meilleure synergie, comme s'il y en avait 3, mais les seuls qui vont recevoir le bonus de cette synergie, c'est les illuviaux d'eau. Donc les hybrides servent à faire monter les autres, mais ne gagnent pas les bonus de tout le monde, ils ne gagnent que les bonus de leur type qui là est poison. Mais il rajoute en expliquant qu'il y a quand même un intérêt dans cet exemple du poison, puisque quand on regarde la définition du poison, il gagne du pouvoir de régénérescence, de récupérer de la vie, en fonction de la quantité de stack d'eau. Donc, stack d'eau, c'est les points dont on venait parler d'avant. Hein. Donc, plus vous avez d'illuvium hybride avec de l'eau ou des des illuviaux avec du type eau ou hybride d'eau, ça va rajouter aussi à la force de ce poison qui vont avoir plus de force pour se régénérer. Donc en fait, il faut bien regarder toute la définition de comment marche chaque type d'illuvial parce qu'ils apportent à un ou plusieurs types à la fois, ils donnent des bonus à d'autres quand on arrive à la synergie d'un type en particulier, par exemple là, l'eau, mais ils gagnent aussi avec les stacks ce qui est dans leur définition, dans le cas du poison, ils gagnent avec les stacks d'eau. Donc, il y a des certaines synergies dans le sens synergie qui se font, mais il y a aussi des synergies dans le sens, c'est intéressant de mettre certains illuviaux entre eux parce qu'ils s'aident entre eux, en plus du fait de rajouter des stacks et des synergies dans le sens officiel. Je ne sais pas si c'est clair, demandez-moi dans les commentaires si ça n'y est pas. Donc là, il insiste et il explique que justement, quand vous avez un hybride, vous allez devoir choisir si vous avez un hybride nature et eau, choisir de le mettre avec beaucoup d'illuvium d'eau ou avec beaucoup d'illuvial, pardon, quand je dis illuvium, c'est illuvial ou illuvio, et beaucoup d'illuviaux de nature. Mais vous ne pourrez pas faire les deux puisque on n'a pas assez d'illuviaux sur le terrain de combat. Donc c'est encore une autre partie de stratégie de savoir pour ces types hybrides avec quoi de leur sous-classe en fait vous préférez les mélanger puisque ça leur donnera des avantages différents. Il donne un autre exemple avec la vapeur, qui est un autre type, qui c'est un mélange de feu et d'eau, et il montre que si vous l'utilisez avec des illuviaux principalement de feu, il va être beaucoup plus agressif, il va taper beaucoup plus fort, puisque c'est ça que fait le feu, alors que si vous le faites avec l'élément d'eau, plus vous en avez, plus il gagne d'énergie, et avec donc le steam, la vapeur, avec beaucoup d'éléments d'eau, votre illuvium de steam, de vapeur, va ressembler plus à, pendant ce combat, pendant ce tour, à des illuviaux d'eau. Ensuite, à la minute 6 après la première heure, donc à 1 h et 6 minutes, il lui demande, bon bah si vous avez tous ces types là, est-ce que vous avez pris ça en compte, puisqu'il y a au début 150 illuvium, est-ce que vous avez compté justement pour que ce soit balancé et que vous n'ayez pas un illuvial de steam, de vapeur, et 6 illuviaux de poison. Et il lui dit que oui, ils ont compté ça, on va voir ce qu'il ajoute. Ensuite, il ne donne pas de détails, mais il explique qu'il va y avoir d'autres moyens d'augmenter le poison, puisqu'il n'y aura pas trop d'illuvium de poison, les hybrides ont l'air d'être des classes meilleures que les autres. Il explique
il va y avoir d'autres choses qui vont vous permettre d'augmenter votre stack de points de poison. On ne sait pas encore ce que c'est. Donc il donne une autre information ici, c'est que tous les illuviaux ne vont pas être là au début du jeu. Quand le jeu va commencer, il va y en avoir que certains. Ça va être un peu balancé, mais pas complètement. Petit à petit, plus on va avancer dans les semaines, dans les mois du jeu, ils vont donner et laisser attraper les 150 ou 151, parce qu'il parle d'un autre illuvial qui a dû être ajouté pour faire une bonne balance. Il va y avoir ces 151 ou 150 illuviaux qui vont être mis dans le jeu, mais ils ne seront pas tous là au début. On sait aussi qu'après, ils vont les changer, hein. Ça, c'est la base du jeu qui est expliquée depuis longtemps dans d'autres interviews qu'on verra. Ouais, mais il dit que donc la balance parfaite va venir quand il y aura tous les 150 illuviaux, disons, et que donc ce sera pas parfaitement balancé jusqu'à ce qu'on les ait tous. Maintenant, il raconte que sur tous les les illuviaux qu'on va voir, il y en a à peu près 80 qui sont complètement faits avec le data file qui permet de définir complètement comment ils vont marcher. Et il explique comment ça a marché. Il a dit pour les 10 premiers, ça a mis 6 mois. Et maintenant, on va de plus en plus vite, puisqu'il fabrique tout à la base pour justement pouvoir incrémenter la vitesse au fur et à mesure du développement du jeu. Donc même s'il leur en reste à peu près donc 70 à finir, ils savent qu'ils devraient y arriver puisqu'ils vont de plus en plus vite. Et aussi, il y a différentes étapes, hein. Il y a le modeling, il y a l'animation, etc. Ça, dans un entretien avec Grant, ils en parlaient. Maintenant, ils parlent du back-end du jeu et que ça a été vraiment ça, c'est vraiment là où ils ont le plus de mal à trouver des gens, les gens qui s'occupent de la partie arrière du jeu, c'est-à-dire pas la partie qu'on installe, pas la partie visuelle, pas la partie qui se joue dans votre ordinateur, mais la partie du serveur en fait, qui est la partie où tout s'organise dans leur ordinateur à eux, dans les serveurs. Apparemment, c'est très difficile d'avoir des gens qui soient des experts là-dedans en ce moment parce que ils sont extrêmement demandés. Et il répond ça à une question qui était: est-ce que vous arriverez à sortir le jeu en mars? Donc tout ça qu'on vient de voir avec les back-end devs, les développeurs de back-end, apparemment ça n'affecte pas vraiment pour l'instant la bêta publique de mars, mais ça a repoussé la privée, qui est celle qui devait commencer maintenant. Donc maintenant, il dit que c'est à peu près sûr qu'au lieu de décembre, ça va être en janvier, justement à cause de ces choses d'infrastructure qui doivent finir. Il fait une comparaison avec l'art du jeu. Il dit le problème avec la partie du code, c'est qu'on voit si tout marche une fois que tout a été fait. C'est quand on peut compiler tout, qu'on peut voir si ça marche bien. Alors que l'art, c'est-à-dire la partie visuelle, c'est que des pièces indépendantes. C'est-à-dire tu fais un premier illuvial, il marche bien, tu l'animes, tu fais le modeling, donc tu as toutes ces différentes étapes, mais tu peux les faire un par un. Donc tu as un résultat visible et que tu peux confirmer d'une manière beaucoup plus rapide. Et quand tu dois faire 150 illuviaux, tu les vois un par un. Alors que pour le jeu, même si tu veux utiliser ces 150 illuviaux, il y a beaucoup de choses, surtout par exemple quelque chose comme le back-end, hein, la partie des serveurs, où il faut que ça marche pour voir si ça marche. Il faut que tout soit fait pour voir si ça vraiment marche. Il explique les complexités et les retards qu'il peut y avoir autour de ça, mais bon, il n'a pas l'air de parler de retard vraiment pour la bêta finale, puisque je pense qu'il ne sait pas encore, hein. Mais si la bêta privée était repoussée énormément, c'est sûr que ça pourrait avoir un impact. Mais après, ça dépend énormément de la quantité d'erreurs que les testeurs, que ceux qui vont être dans la bêta privée vont trouver. S'il y en a très peu, peut-être que justement, il n'y aura aucun problème avec la date initiale. Donc il explique qu'ils ont un but, c'est que quand ils vont faire le lancement, hein, je pense que là, ils parlent du lancement public, qui sera toujours une bêta, ils veulent avoir quelque chose que les gens vont aimer. C'est-à-dire avec le mot like en anglais, qui est moins fort que love. Donc ils veulent quelque chose que les gens vont like, quelque chose que les gens vont aimer, mais pour ça justement, ce qu'ils veulent, c'est qu'après, ils veulent l'améliorer, puisque ce ne sera plus une bêta, et ils veulent pouvoir donner au public quelque chose qu'ils vont adorer, là en anglais le mot love à la place de like. Donc il veut donner quelque chose que les gens vont bien aimer au début et qui vont vraiment aimer après les améliorations. Donc c'est ça qui est le plus important pour eux, ils veulent surtout éviter être à l'heure, c'est-à-dire arriver en mars comme c'était prévu, qui est toujours possible, mais avec quelque chose qui est pas complètement fini et que les gens détestent. Et ça peut affecter tout le reste du jeu. Au début de la vidéo, il nous a dit qu'il était au nord, qu'il n'était pas en Australie, et effectivement, on se demandait, bah, alors, il est en vacances, qu'est-ce qui se passe? Là, il nous explique que non, en fait, lui, il continue de travailler 14 heures par jour, il est ailleurs pour que sa famille puisse être en vacances.
mais lui est toujours en train de travailler, puisque justement, ils font tout ce qu'ils peuvent pour arriver dans les temps. Eux, ce qu'ils veulent, c'est travailler le mieux possible, le plus vite possible, et ils se défoncent pour aller le plus vite possible. Il explique qu'il va sans doute continuer de travailler pendant les fêtes, avec quelques petites exceptions, et que l'équipe, même s'ils veulent pas être des conducteurs d'esclaves, des slave drivers, l'équipe aussi travaille jour et nuit, et il dit c'est justement pas parce qu'on est des monstres, qu'on les torture, qu'on les oblige à travailler, c'est parce que ils ont la skin in the game, c'est-à-dire ils ont de la peau dans le jeu, c'est-à-dire ils ont un intérêt financier réel à que ça marche, parce que l'équipe, tous ceux qui participent là-dedans, ont beaucoup de tokens de l'équipe. Donc ils ont énormément d'intérêt à ce que ça marche, et leurs tokens sont bloqués, comme tous ceux de l'équipe, des fondateurs, etc. Donc ce qu'il leur faut à eux, pour l'équipe, c'est que les tokens soient toujours très hauts, et que le Rev 10 marche très bien quand ils seront libérés, donc, ou quand il y aura du Rev 10. Donc c'est dans leur intérêt que ça marche, sinon, si le jeu s'effondre, ils auront travaillé presque pour rien, ils n'auront rien gagné, alors que si ça marche très bien, ce qui est quand même le cas jusqu'à maintenant, ça va être le jackpot. Il insiste sur le fait que c'est des gens très, très fiers aussi, qui travaillent pour lui. Ils ont beaucoup de personnes qu'ils ont pris dans des studios qui sont des studios top, top, top de jeux vidéo, d'Hollywood, etc. Et ils veulent pas avoir des mauvaises reviews, ils veulent faire partie d'un projet excellent qui marche très bien et que ce soit pas justement le contraire, quelque chose qui les affecte d'une manière négative. Alors il explique qu'ils ont une course d'obstacles interne qui en fait est quelque chose qu'ils utilisent dans le jeu, c'est une version du jeu toute moche, pour travailler les mouvements des personnages. Et ils ont une compétition interne avec un leaderboard, avec la liste des meilleurs temps, entre eux. Et ce qu'il explique dans la partie où il disait avant que c'était des gens très fiers, etc., il explique aussi qu'ils sont très compétitifs et qu'ils se battent entre eux pour voir qui arrive à avoir un meilleur temps, etc. Donc c'est avec la même idée de la passion pour ce jeu que les employés ont. Là, on apprend un mini-leak sur la personnalité d'Aaron. Il est gaucher, donc il dit que c'est parce qu'il est gaucher qu'il n'a pas réussi à gagner sur ce jeu interne qu'ils font, parce qu'il n'a pas été désigné pour les gauchers en particulier. Mais bon, toujours intéressant à savoir. Aaron est gaucher. Maintenant, on est à la minute 1h17 minutes. On a 1h17 minutes et on change de topic, de sujet à nouveau, pour se dédier au loop du gameplay principal avec l'overworld, c'est-à-dire le monde ouvert, les tours, les loops qu'on va avoir, les boucles qu'on va avoir dedans. Aaron ici explique que maintenant, même s'ils ont plus de 150 personnes, ils ont commencé qu'en marche, et en mars, ils n'avaient pas 150 personnes, ils en avaient à peu près 30 ou moins. Donc, les jeux vidéo, normalement, mettent, avec des équipes énormes, entre 4 et 5 ans à se faire. Donc, il commence ça comme anesthésie pour ce qu'il va dire après. Donc là, il donne plus d'informations. Il dit qu'il y a 3 types. Il y a les illuviaux, il y a les plantes, et après, il y a les pierres. C'est les 3 types qu'on peut attraper et miner et récolter. Et on peut soit faire tout ça, soit on peut scanner. Ces 3 éléments, on peut les scanner pour voir si on veut vraiment les prendre ou pas, puisque scanner utilise de l'énergie, mais moins d'énergie que de récolter ou combattre, etc. Et il a parlé du trailer, il a dit le trailer, c'est, donc celui où j'ai le voice-over, c'est la version finale de ce qu'il voudrait avoir, les parties avec la cinématique, c'est-à-dire tu vois l'éléphant, là, qui est un peu éléphant cucaracha, un peu cafard, qui est transparent, et tout à coup, il apparaît, mais on le voyait un peu transparent aussi. Donc ça, c'est ce qu'ils voudraient faire, c'est ce qu'ils vont faire après long terme. On va pouvoir voir un peu les illuviaux dans le jeu, même si on les a pas encore, peut-être qu'on les verra un peu transparents. Mais pour l'open beta, ça va pas être comme ça. Pour l'open beta, ça va être comme dans ce qu'on voit aussi avec le trailer. On va voir un cercle, l'anomalie qui est une espèce de cercle. Il faudra tirer sur ça, c'est comme ça qu'on rentre dans le mode de combat. Pour maintenant, pour le début. Après, ils vont améliorer. Donc après, il explique un peu plus et il dit que la version finale, en fait, on les verrait pas immédiatement, mais on aurait l'option de les scanner pour pouvoir les voir. Ils veulent garder cet aspect comme avec les plantes et avec les pierres, où il faut d'abord scanner pour savoir exactement ce qu'on a en face de soi. Donc là, il a rajouté beaucoup de détails et il explique que le problème principal, c'est que, par exemple, pour les personnages principaux, il y a 2 squelettes principaux. Il y a celui de la femme, celui de l'homme. Après, ils peuvent les rendre un peu plus gros, un peu moins gros, mais c'est les 2 squelettes principaux. Maintenant, pour les illuviaux dans la carte du monde principal, là, ce monde qu'on explore, le problème c'est qu'ils sont tous de taille extrêmement différente, extrêmement différents. Il y a Squeeze qui est un espèce de petit poulpe, et t'as Rampfire qui est un dragon immense.
Et ça, justement, bon, c'est beaucoup plus de travail pour eux pour pouvoir le mettre dans ce monde ouvert, et c'est pour ça que ça complique les choses, et que ce sera possible de les scanner et de les voir après avoir scanné qu'après un certain temps. Et là, donner plus de détails, c'est plus clair, c'est donc après, si vous les scannez, à ce moment-là, vous pourrez tous les voir. Si vous ne les avez pas scannés, vous ne pourrez pas les voir. Mais il n'y aura pas un mode où il n'y a pas besoin de scanner, parce qu'ils veulent garder cet aspect stratégique d'avoir à scanner pour savoir qu'est-ce qu'on prend. Mais une fois que tu l'auras scanné, quand ils auront amélioré le jeu, là, on pourra voir les illuviaux marcher dans le monde, mais il faudra avoir scanné d'abord. Donc c'est un bon moyen pour combiner un beau jeu où on peut voir les créatures dans leur élément, si on les a scannés, et garder cette stratégie de, bon, j'ai cette anomalie en face de moi, qu'est-ce que je fais? Si je rentre dedans, je l'attrape, je fais le combat tout de suite en tirant dessus avec mon pistolet, à ce moment-là, peut-être que je vais avoir quelque chose qui est beaucoup trop dur pour moi, et je pourrais pas l'attraper, et j'ai dépensé de l'énergie pour rien. Peut-être que je vais avoir quelque chose de très simple qui m'intéresse absolument pas parce que j'en ai déjà 40. Donc c'est là que souvent ça peut être très intéressant quand même de scanner pour éviter d'attraper quelque chose qui sert à rien. Je pense que c'est quelque chose qui s'utilisera beaucoup plus après, puisque au début on aura presque rien et on aura peut-être envie d'essayer même aller des combats avec des illuvios trop forts. Là, il y a une explication un peu plus de l'histoire de comment on les attrape. Donc on voit dans le trailer qu'il y a ces ronds qui sont les anomalies. Mais ce qui explique en fait, c'est non, les illuviums, c'est pas vraiment une anomalie. Vous allez voir comme une, une forme qui se déplace, mais l'anomalie est créée quand vous tirez sur ou près de l'illuvial. Et à ce moment-là, il va pas être content, ça va le déranger et il va partir. Donc il va créer une anomalie pour se déplacer dans l'autre dimension où on se bat en fait, hein, et il va s'enfuir comme ça. Si vous avez réussi à lui tirer dessus, vous avez un tracker qui va permettre de laisser ouverte cette anomalie qui vous permet de le suivre et de l'attraper. Si vous avez tiré à côté et que ça l'a dérangé, à ce moment-là, il va partir et vous ne pourrez pas le suivre puisqu'il n'y aura pas un tracker, il n'y aura pas un émetteur pour empêcher l'anomalie de se fermer. Alors là, c'est amusant, à 1h29 minutes, il explique que après on pourra voir, pour avoir les illuviums, les illuviaux avec nous dans la carte, qu'on pourrait aussi même être dessus, c'est-à-dire on pourrait se promener avec les illuviaux comme si c'était des chevaux, mais il explique qu'il faut que ça tienne debout quand même, et les Valen, là c'est le nom de cette race un peu d'humains, euh, ils sont très avancés technologiquement. Donc ça n'a absolument aucun sens si ils choisissent de se mettre sur un petit atlas et de l'utiliser comme petit chameau ou comme monter un chien, alors qu'ils ont un jetpack qui leur permet de voler. C'est un bon point. Donc l'open world, hein, le monde ouvert, qui est une des parties les plus belles du jeu, va évoluer après vers un nouveau jeu où il y aura d'autres moyens d'attraper des illuviaux. C'est ce qu'il vient de dire à 1h31 minutes. Autre information énorme, il dit que Illuvium 0, dont je parle beaucoup avec les terrains qui m'intéressent énormément, va évoluer, devenir son propre jeu, vrai jeu, pas mini-jeu, avec une partie de e-sport aussi. Et que ça va être super cool. Mais faire tout ça, ça prend du temps, ils peuvent pas tout faire en même temps, donc ils donnent une vue un peu sur tout ce qu'ils veulent faire, tout ce qu'ils vont faire, mais pour l'instant, c'est Illuvium 0 tel qu'on l'a vu, et Illuvium tel que on l'a vu aussi dans le trailer. Mais c'est intéressant de voir tout ce qu'ils rajoutent, tout ce qu'ils ont déjà prévu de rajouter. Il y a une équipe dédiée à Illuvium 0, hein, ça avait été dit dans un autre entretien que je traduirai aussi. Je vais tous les faire, tous les entretiens de l'année. Et, et donc, ils sont dédiés à ça, ils vont continuer de le développer. Et ça, c'est la première fois que j'entends dire qu'il va y avoir une partie de e-sport, hein, donc de compétition, avec aussi Illuvium 0. 1h33, il explique à quel point il aime faire ce travail. Je trouve ça très intéressant. Lui, son rôle maintenant, il est entre les différentes équipes. Donc, il parle avec l'équipe de back-end, celle des serveurs, et il leur explique, il va essayer de voir avec eux comment ils peuvent avoir de meilleures synergies avec l'équipe de développement web, ceux qui font la page internet, etc. Et donc, il explique que pour l'instant, il continue de travailler comme un dingue, qu'il est assez doué pour se contrôler lui-même, qu'à un moment, il aura peut-être besoin d'un break, mais que pour l'instant, il pense qu'il peut continuer et qu'il est assez capable de gérer la fatigue et le stress qu'il a. Une nouvelle question, sans doute une des dernières, Volkin demande à Aaron combien de temps on pense rester dans une bêta, l'open bêta, la bêta publique, combien de temps on pense rester en bêta avant d'avoir un jeu qui soit de production, full production, complètement pas fini, puisqu'il y a toujours des améliorations qui se font, mais de lancement officiel.
Aaron répond que ça va être au moins 6 mois, ce qui est à peu près normal, hein. Ça va être à peu près 6 mois, au moins, pardon, 6 mois, et qu'ils vont essayer de faire le moins possible au-dessus de 6 mois. Mais bon, ça dépendra de tout ce qu'ils doivent éditer. Mais donc le but, c'est d'être le plus près possible à 6 mois. Ça peut être 9 mois, mais bon, ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour que ce soit pas énormément au-dessus de 6 mois. J'insiste sur ça, 6 mois où on pourra jouer. On parle de la bêta open public déjà là, avant d'arriver à une version qui ne s'appellera plus bêta. Mais on pourra jouer quand même pendant ces 6 mois. On est presque à la fin et il parle des tournois, pardon, qui vont se faire simplement et principalement, surtout ceux où il y aura énormément d'argent, vont se faire quand le jeu sera fini, c'est-à-dire sans doute après la bêta. Mais il dit qu'avant ça, il y aura d'autres tournois qui vont vous permettre de qualifier à des tournois plus grands. Donc il pourrait y avoir des tournois locaux qui deviennent des nationaux, qui deviennent après le tournoi continental, et après le tournoi mondial où il y aura sans doute le plus d'argent possible. Donc ils vont évoluer comme ça, mais la vraie grosse somme d'argent qu'ils donneront, ce sera quand le jeu soit fini. Ce qui est normal, sera fini. Ce qui est normal puisque l'idée c'est faire quand même énormément de publicité au jeu. Quand il y a 50 millions à gagner, tout le monde veut jouer, ça c'est sûr. Et tous les sportifs du jeu vidéo vont s'y mettre, s'ils peuvent gagner beaucoup plus là que dans les autres jeux qui sont en train de jouer en ce moment. Évidemment, il faut que le jeu soit beau, soit bien, et si après c'est filmé, ça passe dans plein d'endroits, il faut vraiment que ça impressionne et que ce soit pas quelque chose d'à moitié fini. Donc assez logique. Donc voilà, ça s'arrête pour cette entrevue-là. Mettez-moi dans vos commentaires si ça vous a servi, si vous êtes intéressé par l'idée que je fasse toutes les autres entretiens, interviews qu'il y a eu avant. Je pense que ça peut valoir la peine, mais j'ai vraiment besoin qu'on me confirme. Ça prend énormément de temps de le faire. Et si on arrive à avoir une chaîne suffisamment grande, on pourrait peut-être avoir notre propre interview avec les fondeurs si je reçois votre support. Donc si vous n'êtes pas abonné encore, considérez-le et on se voit dans la prochaine vidéo. Souvenez-vous, des commentaires, s'abonner et mettre j'aime aide la chaîne. Allez, à bientôt.